Mes chers collègues, nous poursuivons l'examen de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Nous reprenons nos débats. À l'article 3, amendement de suppression présenté par Monsieur Vermand. Non, pardon, ça a été fait. Le 107, Monsieur Vermand Marquez, je ne le vois pas. Nous continuons avec le 129 présenté par Monsieur Villedieu. Monsieur Grenon, peut-être. Le 153, peut-être, non? Oui, c'est le 153, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, c'est le retour. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un amendement à moitié rédactionnel, à moitié, hein. Il fallait bien que je trouve quelque chose d'original à dire, qui permet au futur décret de traiter de l'ensemble des procédés de publicité directe ou indirecte sans limitation ni moyen de contournement par les acteurs ciblés. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Alors merci, évidemment l'intention on la comprend bien, mais en fait c'est déjà satisfait par l'alinéa 2 puisque toutes les formes de publicité sont concernées, puis on le précisera par ailleurs, mais en tout cas c'est déjà satisfait. Je mets au voie cet amendement qui est pour. Je retire. Il est retiré. On continue avec le 129. Monsieur Grenon. Merci, Monsieur le Président. La publicité peut être exprimée de manière directe, mais aussi de manière plus subtile et moins transparente. On l'appelle alors publicité indirecte. Cette notion a été utilisée pour décrire la manière dont les producteurs de tabac ont communiqué sur leur marque après avoir été interdits de faire la promotion du tabac. Que la publicité soit directe ou indirecte, il s'agit de faire connaître le produit aux consommateurs ciblés et de créer un besoin pour générer des ventes. La publicité indirecte se déploie en particulier sur des réseaux sociaux où elle peut être difficile à contrôler par l'activité des influenceurs. Elle est également souvent présentée dans les films et les séries sous forme de placement de produits. Les consommateurs ciblés sont ainsi matraqués par des marques contre lesquelles cette proposition de loi entend lutter en raison de l'impact environnemental des produits concernés. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. En fait, ce qui est précisé dans l'article et qui va être encore plus précisé après dans l'amendement qui va suivre, c'est surtout de qualifier la promotion des entreprises, marques et enseignes, directes et indirectes, et non pas la publicité. Donc défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre, il est refusé. Nous continuons avec le 183, Madame la rapporteure. Rédactionnel. Je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 197. Donc effectivement, c'est là où on fait intervenir la notion de promotion directe ou indirecte, et ça c'est lié à un arrêt de la Cour de cassation qui considère que c'est vraiment tout acte en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit, d'un article qui a pour effet, quelle qu'en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique. C'était par rapport évidemment à Evin, donc c'est la promotion directe ou indirecte. Merci, je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre, il est adopté, oui. Il ne nous a pas échappé que nous avons quelques problèmes techniques depuis ce matin, nous faisons avec. Voilà. Nous continuons. Nous continuons avec le 103 présenté par Madame Bellouco. Je me demandais s'il tombait, mais il ne tombe pas, c'est formidable. En fait, vous l'aurez compris, on est tout à fait favorable à la limitation de la publicité pour une certaine catégorie de mode. Et dans publicité, on voudrait cibler aussi, on voudrait étendre le périmètre au sponsoring. J'entends par là j'avais des exemples, par exemple Uniqlo qui a recours à Roger Federer pour faire la promotion de ses produits, ou qui s'est associé avec l'Olympique de Marseille. Je sais qu'on peut aimer l'Olympique de Marseille, et ça n'a
tout à fait très bon club, mais qui fait de la pub pour Kiabi. Et donc, on proposait d'étendre le périmètre de cet article au sponsoring, qui est finalement une forme de publicité indirecte. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, c'est vrai que cette remarque, elle nous semble plutôt pertinente. Et en fait, la question finalement, c'est est-ce qu'on peut considérer que le sponsoring fait partie de la publicité? Auquel cas, c'est satisfait. On a quand même un doute. On a regardé la définition du parrainage pour voir si on pouvait aller un petit peu plus loin. C'est une notion utile en droit, mais peut-être que là, l'interdiction irait trop loin. Donc, c'est quand même un point à soulever. Moi, je vais donner un avis de sagesse. Je mets aux voix cet amendement 103 qui est pour. Alors attendez, s'il vous plaît, chers collègues, oui, on est au 103, on est dans la commission de développement durable sur le texte réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, et donc on met aux voix cet amendement 103 qui est pour. 1, 2, 3, qui est contre. Il est rejeté. Nous continuons avec le 102, Madame la rapporteure. Donc là, il s'agit d'ajouter une circonstance, une conditionnalité à l'interdiction, dans la mesure où la production excessive de vêtements, linge de maison et chaussures compromet l'objectif de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Merci. Je mets au voie cet amendement 202 qui est pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui est contre? Il est adapté. Le 201. La loi doit être elle-même suffisamment précise pour en permettre son application lorsqu'il s'agit d'une telle interdiction. Donc les autres amendements au même article viennent préciser c'est les raisons pour lesquelles une atteinte à la liberté d'entreprendre est portée. Donc c'est de supprimer le décret en Conseil d'État. Merci. Simplement, Monsieur Villedieu, si vous voulez prendre la parole, pas de difficulté, parce que s'il est adopté, il fait tomber votre amendement suivant. Tout va bien. Je mets aux voix l'amendement 201 qui est pour, qui est contre. Il est adopté et il fait donc tomber l'amendement 154. Nous continuons avec le 124 de Madame Belloco. Merci, Monsieur le Président. Alors là, je propose aussi, mais d'une autre manière, d'étendre un tout petit peu le périmètre de cet article à la publicité pour les produits qui sont conçus à base de fourrure d'animaux. Et ça vient dans la continuité du texte qui a été voté dans par cette même assemblée en 2021, qui visait à interdire les élevages d'animaux sauvages dans le but de produire de la fourrure en France. Donc c'est cette majorité, c'est vous qui avez fait ça, et d'ailleurs je vous en remercie. Et puisqu'on a interdit les élevages d'animaux sauvages pour produire de la fourrure en France, on propose, par ce texte qui porte sur les impacts environnementaux de l'industrie textile, d'interdire aussi la pub pour les produits contenant des fourrures d'animaux, ce qui existe y compris dans la fast fashion. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors même si je peux comprendre l'intention, là pour le coup, on étend vraiment trop le périmètre. Donc défavorable. Monsieur Cazeneuve. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Madame Belloco, juste pour comprendre la portée de votre amendement, pardon, c'est par curiosité, ça voudrait dire que des marques X ou Y qui vendraient des manteaux de fourrure dans l'industrie du luxe seraient également interdites de faire la promotion de leurs vêtements. Non pas que je ne partage pas l'objectif, mais que j'essaie de comprendre la portée réelle. C'est-à-dire que je ne sais pas qui fait des manteaux en fourrure, j'en achète peu, ça ne l'apprend pas, ferait une pub pour un manteau avec du renard, il ne pourrait plus le faire. On sort du sujet fast fashion, quoi. C'était surtout ça ma question. On reste dans le sujet qui correspond au titre de la proposition de loi, qui est de réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Et puis c'est dans la droite ligne de ce que vous avez voté en 2021, qui était d'interdire les élevages pour la fourrure d'animaux sauvages, encore une fois. Donc oui, la réponse est oui à votre question. Mais effectivement, en étant un peu le périmètre du texte, et je l'entends tout à fait. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 124 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous continuons avec le CD 200. Madame la rapporteure.
Merci, Monsieur le Président. Donc là, il s'agit d'inclure explicitement les pratiques des influenceurs dans l'interdiction des publicités. Merci. Nous continuons avec le E16 présenté par... Je ne vois personne. Et dans la même lignée, le 134, un nouvel amendement qui vise là aussi, conformément à ce que vous avez proposé, Madame la rapporteure, de pouvoir élargir le périmètre notamment aux réseaux sociaux. Madame la rapporteure, votre avis sur ces amendements? Merci, Monsieur le Président. Évidemment, c'est un amendement extrêmement pertinent. Mais en fait, comme elle fait explicitement allusion à la loi de juin 2023 pour lequel il y a une démarche de notification, on préfère assurer le coup, évidemment, en l'explicitant dans le précédent amendement. Donc c'est un avis plutôt de demande de retrait, si vous le voulez bien, Monsieur le Président. Au profit du vôtre, le CD 200, n'est-ce pas? C'est ça. Très bien. Dans tous les cas, si votre amendement CD 200 est adopté, il fait tomber les autres. Donc on met aux voix l'amendement. Oui, oui, oulala, Monsieur Cazeneuve, Monsieur Pain. J'en profite, on est bien, on est en DG en séance publique. Non? Tu vas avancer, Guette? Ouais, c'est une fois la parole en 12 heures d'astreinte, je suis content. Non, je voulais savoir si vous aviez eu la discussion effectivement avec Monsieur Delaporte et Monsieur Vogetta, qui ont porté ce texte influenceur, pour savoir si effectivement ça rentre dans le périmètre, parce que je comprends que c'est aussi ça la différence entre vous, Madame la rapporteure, et vous, Monsieur le Président, que ça me ferait très peur de ne pas voter pour un amendement de Monsieur le Président, et à quel point on n'est pas en train de surlégiférer sur des pratiques et sur un texte qui n'a pas encore eu toutes ses conséquences, quoi. Je veux dire, on n'a pas encore l'application du texte de Laporte Vogetta sur un sujet qui était très précis. Et là, on est déjà en train d'étendre son champ de compétences sans vraiment en avoir toute la mesure, sachant que c'est un texte voilà, où moi j'ai eu pas mal de réticences et beaucoup de questionnements avec eux, parce que je pense que ça entraîne des questions légitimes. Mais du coup, je veux juste savoir comment vous considérez ça. Monsieur Pain. Non, rapidement, vous félicitez, Madame la rapporteure, mais comment on va y arriver? Vous voulez expliquer tout le plan pour y arriver, Madame la rapporteure? Madame la rapporteure. Oui, c'est ça, entre autres. Non, je vais évidemment répondre à M. Cazeneuve. En fait, bien sûr que la loi de juin 2023 est explicite, puisqu'il s'agit des dispositions législatives relatives à la diffusion par voie de services, de communication publique en ligne, de la publicité, de la promotion des biens et des services, qui sont applicables à l'activité d'influence commerciale. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, elle est en voie de notification et que dans l'éventualité où ça n'aboutirait pas dans le sens favorable, on préfère se prémunir et de pouvoir faire un article qui vise vraiment. Donc, ce n'est pas étendre l'action de juin 2023, c'est d'être sûr que dans celle-ci, les influenceurs sont visés. Je mets donc aux voix cet amendement CD 200 qui est pour, qui est contre. Il est adopté, donc il fait tomber les autres amendements. Nous continuons avec le CD 100 présenté par Madame Dufour. Oui, alors cet amendement, et vous pourrez peut-être me répondre, vient de l'impression, en tout cas quand on a au départ analysé le texte, qu'il n'y avait pas de sanction particulière visée à l'infraction. Peut-être qu'on a mal compris. Dans ce cas-là, si vous pouvez, un peu dans la lignée des questions de M. Parrain, nous préciser justement le régime de sanctions de l'interdiction de publicité visée, parce qu'il y a deux manières de faire respecter la loi aux acteurs économiques. C'est à la fois la peur des sanctions, évidemment, et les contrôles. Et sur ce point, je rejoindrai Monsieur Pain, et c'est une discussion plus globale. On a besoin de renforcer les moyens de la DGCCRF, tout comme ceux de la DGFiP, sur les questions d'évasion fiscale, notamment dans le e-commerce. On en a beaucoup parlé, mais c'est une économie numérique très difficile à suivre, et effectivement, l'État a besoin de moyens de façon globale pour contrôler les normes qui sont adoptées, pour qu'elles soient bien respectées, notamment par ces acteurs. Merci, je mets aux voix cet amendement. Pardon, Madame la rapporteure. En fait, on a des... Alors effectivement, vous avez bien lu, on a des amendements qui vont quand même préciser davantage, qui vont venir en 169 par M. Pain et 173 par M. Thiebaut. Donc si vous en êtes d'accord, on retire et on va vers plus de précision.
Bon, écoutez, je retire et puis si je suis pas satisfaite par les versions, je les redéposerai en séance de toute manière. Merci, je mets aux voix l'article 3. Qui est pour l'article 3? Qui est contre? Il est adopté. Après, article additionnel après l'article 3, le CD 43, monsieur, madame Bellouko. Merci. Alors, c'est un peu le même esprit que l'amendement CD 40 de mon collègue Fournier. Et l'idée, c'est de corriger une forme de concurrence déloyale. Alors ici, c'est entre le e-commerce et les commerces de proximité. Cet amendement vise la mise en place d'un moratoire suspendant la délivrance de permis de construire pour les entrepôts de la vente en ligne d'une surface supérieure à 3000 m². La concurrence déloyale naît du fait que les entrepôts de vente en ligne qui se diffusent sur notre territoire ne sont pas soumis au moratoire qui s'exerce actuellement pour les constructions et extensions de magasins de plus de 10 000 m². Les entrepôts servant à la vente en ligne n'étant pas considérés comme des points de vente, ils ne sont pas concernés par ce moratoire qui s'exerce uniquement sur toutes les surfaces commerciales. Et donc ces entrepôts que l'on appelle des dark stores, qui sont sans caissier, participent pourtant directement au développement du commerce en ligne et constituent l'essentiel de l'implantation foncière de ce secteur. Donc je vous invite, si vous voulez lutter contre la fast fashion et surtout rééquilibrer un peu la concurrence au profit des commerces physiques. J'ai évoqué les petits commerces, mais en fait juste des commerces physiques, qu'ils soient petits ou grands, à voter cet amendement pour limiter l'extension de ces dark stores et de ces grands entrepôts qui occupent nos paysages, mais ne contribuent pas du tout à la vie économique locale. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est évidemment une intention intéressante et ce qu'on peut constater, c'est que dans les gros mastodontes, il n'y a pas forcément d'entrepôts justement sur le sol français, mais pour autant, la principale motivation, c'est que là, on dépasse vraiment les dispositions de ce qui est prévu dans notre loi. On va toucher au code du commerce et que ça excède vraiment trop le champ de cette loi. Donc, défavorable. Je mets aux voix cet amendement CD 43. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le CD 133 que je vais vous présenter. Comme vous le savez, lors de la loi Climat Résilience, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes, notamment financiers, permettant de lutter contre un certain nombre de dérives. Et notamment le sujet de la compensation. Et donc moi, ce que je propose dans cet amendement, c'est d'éviter que ceux qui alimentent la mode éphémère ne puissent pas compenser le coût de l'éco-contribution par une opération de remise, de réduction ou bon d'achat hors période de solde officiel. Tel est l'objet de cet amendement. Madame la rapporteure. Alors évidemment, encore une fois, Monsieur le Président, cet amendement est fort intéressant et fort pertinent, mais il semble quand même difficile de pouvoir déterminer les contours des promotions visées par cet amendement, à savoir celles qui annulent ou réduisent pour le consommateur final l'effet d'éco-contribution. En effet, pour l'immense majorité des produits, l'éco-contribution est de l'ordre de quelques centimes. Dès lors, toute réduction pourrait être considérée comme réduisant ou annulant son effet. Donc, cet amendement pourrait aussi avoir comme conséquence d'empêcher toute réduction dans le secteur textile, ce qui n'apparaît pas souhaitable dans un contexte de tension pour le pouvoir d'achat des Français. Vous m'avez peu convaincu, madame Défavorable. Je ne vous ai pas convaincu. Rapporteur. Ce que je vous propose quand même, parce qu'il y a un vrai sujet sur le contournement de l'éco-contribution et la manière dont c'est utilisé. Donc, je vais faire preuve de beaucoup de sagesse. Je vais retirer mon amendement et puis on y travaillera pour la séance. Il est retiré. Le 110 présenté par Monsieur Vermorel-Marquez, je ne le vois pas. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Madame Bellouko. Oui, alors le 109, et puis je vais essayer de présenter le 112 en même temps. En fait, ces deux amendements
Alors déjà le 109, il a pour objet de renforcer les sanctions pour les acteurs économiques qui continueraient à faire de la publicité en faveur de la fast fashion. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'amendements qui ont été proposés avec une amende de 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale, par exemple. Ce qu'on propose, c'est plutôt de partir sur une amende indexée sur le chiffre d'affaires, donc un pourcentage qui soit proportionnel et donc réellement dissuasif. Parce que quand on est sur du 15 000 €, j'ai une donnée significative. La banque JP Morgan estime que Temu, je ne sais pas comment ça se dit, Temu, va dépenser cette année 3 milliards de dollars en marketing. Donc bon, on peut bien leur mettre une amende de 15 000 €, ça ne va pas changer grand-chose à leur modèle économique, et puis ça n'aura aucun impact en fait. Donc par cet amendement, je propose d'indexer sur le chiffre d'affaires l'amende. Je propose aussi l'interdiction de la vente de produits en cas de récidive et la suppression, l'enlèvement et la confiscation de la publicité. C'est une proposition maximaliste qui vient d'ailleurs de mon excellente PPL pour limiter la publicité pour les produits climaticides. J'en fais la publicité d'ailleurs, j'en fais la promotion si ça vous intéresse. Le parrainage, voilà. Le sponsoring. Le deuxième amendement, il ne propose pas toutes ces sanctions, il propose juste d'indexer donc le 112, juste un pourcentage du chiffre d'affaires plutôt qu'une amende forfaitaire. Merci. Donc le 109 et 112 sont présentés. Amendement identique. Le 169, monsieur Parrain. Après. Président, cet amendement vise à inscrire la définition d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, et par manquement à l'obligation d'information et l'interdiction de publicité prévue aux articles 1 et 3 de la proposition de loi. Merci. 173, monsieur Thiebaud. Juste si vous pouvez appuyer sur le micro. Ok, j'appuie sur le micro. Voilà. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement vise tout simplement à préciser l'amende administrative qui est applicable et dont parle notamment un montant qui ne peut pas excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, par manquement à l'obligation d'information, comme c'est très bien écrit dans l'exposé des motifs de cet amendement formidable. Merci, monsieur Merci, Thiebaud. Ça me fait plaisir. A brillamment présenté son amendement. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, évidemment, Madame Belloco, votre amendement est intéressant. Alors, j'ai pas bien compris s'il visait vraiment à alourdir le dispositif existant. Je vois pas forcément tout à fait le lien avec l'amendement, en sachant que, s'agissant des deux amendements de Monsieur Thiebaud et Monsieur Parrain, on est mieux disant puisqu'on vise et l'interdiction de la publicité et le non-respect de l'affichage. Juste, excusez-moi, comme j'ai été tellement ébloui par la pertinence de l'amendement de monsieur Thiebaud que j'en ai oublié l'amendement 115 présenté par monsieur Villedieu ou par monsieur Grenon. Merci, Monsieur le Président. Alors, l'ajout de cet article vise à inscrire dans la loi une sanction en cas de non-respect du dispositif de l'article précédent. Le montant des amendes prévues par l'article proposé reprend le dispositif prévu à l'article 541-9-14 du Code de l'environnement et sanctionnant les défauts d'affichage de l'impact environnemental des biens et services. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Écoutez, donc dans la suite de ce que je disais, c'est évidemment ces amendements visent évidemment à aller dans la sanction, mais donc ce qui me semble le plus pertinent dans la rédaction, c'est ceux de Monsieur Pain et Thiebaud pour lesquels je mettrai un avis favorable et un avis défavorable pour les autres. Ou demande de retrait, notamment Madame Belloco, parce que encore une fois, je ne suis pas sûre que vous visiez notre article dans votre explication, mais plus les dispositions déjà existantes. Vous êtes mieux disante sur la demande de pénalité, mais pas forcément en lien avec notre article sur véritablement l'interdiction. Madame Dufour. Alors peut-être que ça vaudrait le coup de le retravailler en séance, parce que si 15 000 € pour une personne morale en cas de manquement à l'obligation d'information sur chaque produit, ça peut être suffisant. Dans le cadre d'une campagne de publicité,
à la télévision ou d'une campagne avec un influenceur qui aura lieu une fois. Enfin, vous voyez, en fait, 15 000 € pour une campagne de publicité interdite, ça paraît peu à l'échelle de la campagne, à l'échelle des montants investis. Ce qui n'est pas la même chose que l'obligation d'affichage sur les produits, où là, c'est à chaque produit 15 000 €, puisqu'il y a une obligation d'affichage pour chaque produit présenté aux consommateurs dans le cadre d'une offre commerciale. Vous voyez, donc peut-être qu'il vaudrait mieux avoir 2 sanctions différentes, une pour l'affichage et une pour les campagnes de publicité, qu'elles soient sur les réseaux sociaux ou sur les médias, ou sur l'affichage public. Et là, dans ce cas-là, effectivement, la référence au chiffre d'affaires de l'entreprise me paraît pertinente, sachant qu'il y a des sanctions dans le cadre du Code du commerce et des sanctions dans le cadre du droit de l'environnement qui s'appliquent au chiffre d'affaires. Et que, par exemple, dans certaines affaires épiques, sur notamment les pratiques commerciales trompeuses d'une certaine marque de téléphonie que je ne citerai pas, elle avait été condamnée à un pourcentage de son chiffre d'affaires en termes d'amende. Donc, c'est des choses qui se font. Et je pense que dans le cadre de la publicité, on pourrait aller jusque-là. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 109. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 112. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement identique. Le 109 et 173. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Et j'imagine qu'il fait tomber le 115. Nous continuons avec le 168 présenté par Monsieur Grenon, Monsieur Villedieu. Monsieur Grenon. Moi-même. L'article 3 permet d'inscrire la publicité et la promotion de la dite fast fashion parmi les publicités sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat. Dans la même démarche, cet amendement entend, par souci de cohérence, l'inscrire également parmi les publicités obligatoires soumises à une information sur l'impact environnemental des produits dont elles sont l'objet, et ce, considérés comme sur l'ensemble de leur cycle de vie. Cette inscription à l'article L229-64 aurait plusieurs conséquences vertueuses. L'obligation d'information sur l'impact environnemental des produits proposés. Tout manquement à ces informations serait sanctionné selon les dispositions de l'article L229-65. Les contrôles à ces manquements seraient assurés selon les dispositions de l'article L229-66. Cet amendement propose donc, par une seule écriture, l'information, la sanction et le contrôle des dispositions. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, écoutez, votre article, évidemment, est intéressant, mais il est extrêmement limitatif. C'est-à-dire que vous proposez un affichage de toutes les conditions que vous avez prévues, mais en fait, c'est une manière de détourner l'interdiction de la publicité. En aucun cas, ça n'empêcherait ces enseignes de faire des entreprises de marketing, de publicité pour leurs produits. Donc, c'est pour moi une manière de détourner l'interdiction de la publicité, donc défavorable. Je mets aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 155. Merci, Monsieur le Président. Moi, je défendrai les deux suivants, puisque c'est dans la continuité. Les producteurs et plateformes installés dans les pays tiers à l'Union européenne et qui pratiquent la livraison directe depuis l'étranger sont incontrôlables. Quand un produit est fabriqué en Chine, en Inde ou au Bangladesh ou encore en Turquie, et qu'il est envoyé par avion vers la France et que le colis est directement pris en charge par la poste pour être livré à domicile, comment le contrôler? Eh bien, c'est pas possible. Ainsi, alors que les entreprises installées en France subissent dans leurs entrepôts des contrôles qualité environnementale, sanitaire et sur les volumes de leurs produits, les produits importés massivement vers chez nous ne le sont presque jamais. Alors nous pouvons multiplier les règlements et les lois de bonne volonté comme celle-ci, au fond, à quoi bon? Ceux qui ne respectent rien aujourd'hui ne respecteront pas plus demain, car nous ne pouvons jamais les contrôler. Cet amendement vise donc à obliger les entreprises et producteurs qui vendent des livres sur le marché français à avoir un lieu de transit ou de stockage sur le territoire avant la livraison. L'objectif étant simplement de permettre le contrôle du respect de nos règles. Et l'amendement suivant est exactement le même, sauf que c'est aux frontières de l'Union européenne. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci. Alors, évidemment, cet amendement, on en comprend l'intérêt, mais il dépasse largement les dispositions, le cadre de cette loi. Et par ailleurs, aujourd'hui, en l'état des choses, l'Union européenne nous empêche d'imposer de telles obligations. Donc défavorable.
Je mets aux voix l'amendement 155 qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 156 qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Nous continuons avec le 102 présenté par Madame Dufour. Oui, alors, c'est un amendement qui vient du long travail que j'ai effectué sur le secteur du textile depuis plusieurs années. Non, mais sans rigoler, il est très difficile aujourd'hui, justement, de connaître les volumes des mises en marché par marque. On vous transmet un chiffre d'affaires, et encore, quand il n'est pas aggloméré à l'échelle européenne, voire à l'échelle internationale pour certaines plateformes. Donc on a des appréciations, des estimations de chiffre d'affaires public. On n'a jamais sa traduction en unités de vêtements vendus. Ce qui fait qu'on fonctionne un peu au doigt mouillé pour connaître le volume de mise en marché des différentes marques. On utilise des baromètres Kantar qui sont en fait des sondages. Alors, ils sont précis, mais ça reste des sondages. Et on manque de transparence sur le nombre d'unités vendues. Et on aimerait que les éco-organismes qui, eux, connaissent ces données puissent les rendre publiques, entreprise par entreprise. On parle juste du volume des mises en marché, donc en unités, entreprise par entreprise, qui permettrait à tout le monde de se référer et de faire respecter la loi et que le grand public soit au courant de quelle entreprise fait le plus gros volume. Voilà. Madame la rapporteure. Alors, évidemment, le constat que vous faites est juste. Je ne suis pas convaincue que ce soit à travers ces travaux qui pourraient être rendus que ça permettrait d'avoir une vision plus juste justement de tout ce qui échappe. C'est déjà une telle publication alourdirait considérablement les travaux de l'éco-organisme. Et puis, il y a quand même un sujet de secret des affaires. Et puis, le risque, il est quand même que les entreprises soient incitées par cela à sous-déclarer justement leur volume. Donc, on est plutôt sur un avis défavorable. Je suis désolée, je sais qu'il faut avaler vite, mais Non. Alors, les éco-organismes ont déjà ces données, donc ça complique pas trop leur travail, vu que leur éco-contribution, au-delà du malus ou du bonus, sont assises au volume des mises en marché. Donc forcément, eux, ils les ont. En tout cas, ce qui leur est déclaré. Après, les entreprises peuvent ne pas déclarer. C'est bien le cas, comme je disais, des vendeurs tiers sur les sociétés, les plateformes de e-commerce qui ne déclarent rien du tout à l'éco-organisme. Donc ce sont des données parcellaires. Évidemment, on peut toujours les frauder. Mais la fraude à la déclaration, elle existe déjà. C'est ce dont je vous ai parlé pendant toute la matinée. Par ailleurs, il y a plein d'autres raisons qui poussent aujourd'hui des grandes entreprises à minimiser, à tronquer leur chiffre d'affaires pour échapper à l'impôt en partie. On l'a vu aussi avec Airbnb où on vient de découvrir qu'ils avaient tronqué non pas le bénéfice mais le chiffre d'affaires en France. Donc c'est des pratiques courantes qui existent. Toutes les grandes multinationales le font peu ou prou. Là, je vous demande pas un chiffre d'affaires, je vous demande un nombre d'unités. Donc c'est vraiment le nombre de produits et ce qui permettra à nous très vite de savoir justement si on est raccord, si la loi est vraiment respectée et si les bonus-malus correspondent à quelque chose. Ça aidera le travail de tout le monde, honnêtement. Je mets aux voix cet amendement CD 102 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 119, chers collègues, je ne vois personne pour le présenter. Le 108, je ne vois personne pour le présenter. De même que le 111. Le 119, Monsieur Villedieu. Merci, Monsieur le Président. Pour que l'industrie textile réduise au maximum son impact environnemental, nous l'avons dit, il faut réindustrialiser le pays. Nous pourrons encore réduire l'impact de la filière lorsque l'on aura la matière première sur le territoire national. La surface de l'infibre en France a augmenté de plus de 130% entre 2010 et 2020 pour atteindre 61% de la surface européenne. L'Hexagone produit 5300 tonnes de laine, dont 80% sont exportées vers l'Asie à bas coût. Enfin, le chanvre est une culture en pleine dynamique dont seulement 1% trouve un débouché dans le textile. La France a le potentiel de produire de la fibre naturelle avec un faible impact sur l'environnement, mais pour l'exploiter, il faut s'en donner les moyens. Cette demande de rapport propose de dresser un état des lieux des 3 filières, ainsi que les avantages et les freins à leur développement. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, encore une fois, même si je peux comprendre l'intention et évidemment soutenir notre industrie française, alors déjà, je pense qu'il ne faut pas trop alourdir par un nombre de rapports conséquents. Et en plus, c'est quand même satisfait déjà dans cette proposition de loi, c'est-à-dire de la boucle vertueuse que je vous ai décrite à travers les pénalités pour les plus polluants et les bonus pour les entreprises plus vertueuses. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le CD 130.
Monsieur Villedieu. Monsieur Grenon. Merci, Monsieur le Président. À l'heure où notre gouvernement affiche sa volonté de réindustrialiser le pays, il apparaît indispensable de diligenter un rapport pour faire état des savoir-faire français en distinguant ceux qui sont aujourd'hui en difficulté, ceux définitivement disparus et ceux qui ont été conservés et qu'il conviendrait de soutenir: la dentelle, la filière du lin, le tannage du cuir et de la peau de poisson. Les savoir-faire français sont notre patrimoine. Il conviendrait de soutenir les filières de l'artisanat local qui contribuent au rayonnement du pays sur la scène internationale, notamment en matière d'artisanat de luxe. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, alors, autant, évidemment, on est convaincu de la nécessité de réindustrialisation en France, et d'ailleurs tout le sujet de l'industrie verte notamment, mais je ne suis pas sûre que ce soit un rapport qui va favoriser cela. Au contraire, encore une fois, cette PPL, à travers les dispositifs qui sont décrits, vont permettre de favoriser et de valoriser les filières vertueuses et donc les filières françaises. Défavorable. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 145, Monsieur Villedieu. Merci, Monsieur le Président. Nous en avons longuement parlé durant nos échanges. La condition sociale de la production à la livraison doit devenir un enjeu majeur pour définir si une pratique commerciale est durable ou non. Durant les auditions, nous en parlions plus tôt, les acteurs nous ont tous répondu plus ou moins la même chose. Ils collectionnent les labels environnementaux et sociaux et font des audits internes des usines, des partenaires et sous-traitants sans garantie, sans contrainte, ni contrôle possible par les autorités françaises ou européennes. Et pour la question des salaires, personne ne peut les augmenter parce que les employés des usines travaillent pour plusieurs entreprises et qu'il faut l'accord de tous pour toucher au salaire. Donc tout le monde rejette la faute sur le voisin et personne ne veut rien changer. Cet amendement vise donc à lever le flou maintenu sur les conditions sociales dans le secteur du textile, ainsi que sur la réalité de l'utilité et la portée des labels. Madame la rapporteure. Merci, merci Monsieur le Président. Là, je vais redire ce que j'ai dit, notamment sur le périmètre de l'impact social. Évidemment que tout cela est juste et important, mais là, on dépasse encore une fois le périmètre de cette PPL et évidemment, ça pourrait être l'objet d'une autre. Monsieur Villedieu. Mais j'entends bien, Madame la rapporteure, vos arguments, je les comprends, enfin, moi je comprends votre position. Néanmoins, si on ne met jamais le pied dans le social, on ne le mettra jamais. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre possibilité que de raccrocher un texte, en tout cas un élément qui me paraît plutôt objectif. On parle toujours d'environnement, on exclut tout le côté humain. L'environnement aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure hein, pour nos sociétés, mais on ne peut pas mettre de côté la condition humaine. Et je trouve que on ne fait pas l'effort. Sur chaque texte, à chaque fois qu'on parle de social, à chaque fois que j'ai abordé ce sujet, on me répond la même chose. Alors quand est-ce que je dois parler de la condition humaine? Expliquez-moi. Je mets aux voix cet amendement CD 145. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 157. Monsieur Villedieu. Monsieur, oui. Merci, Monsieur le Président. Cette proposition de loi fait preuve de beaucoup de bonne volonté. Mais elle ne fait que mettre le doigt sur la dernière dérive issue de l'immense échec de la politique industrielle et textile de la France. Ce texte ne permettra aucune relocalisation. Tous les grands acteurs, presque sans exception, produisent dans les mêmes pays, Chine, Inde, Bangladesh, Turquie, dans les mêmes usines. Cette réalité qui varie d'une entreprise à l'autre pose des dans le déficit commercial du pays. Cette PPL, issue des rangs de la majorité associée, et si la volonté de cette même majorité est bien de relocaliser et réduire drastiquement l'impact environnemental de l'industrie dans le monde, alors pourquoi n'est-elle pas accompagnée d'un véritable projet de réindustrialisation de la filière textile présenté par le gouvernement? Est-ce que, et c'est ce que je demande aujourd'hui de par cet amendement. Madame la rapporteure.
Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je crois que cette proposition de loi a quand même une certaine ambition. De là à l'accompagner d'un véritable projet de réindustrialisation pour la France, je pense que ce n'est pas forcément l'objet, pas forcément le périmètre, même si, encore une fois, on peut être tous d'accord sur cette nécessité qui est déjà entreprise au niveau de la politique générale de notre pays. Défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 158, Monsieur Villedieu. Merci, Monsieur le Président. Selon les chiffres de Refashion, en 2022, sur les 827 000 tonnes de textiles en circulation, 260 000 tonnes ont été collectées et 188 000 tonnes ont été triées, dont 60% ont été réutilisées, soit pour de la production, soit du recyclage, soit en tant que combustible de récupération. S'il faut bien reconnaître qu'en 10 ans, une évolution notable a été réalisée en la matière, il y a encore beaucoup de pertes, notamment au niveau des collectes, qui ne sont pas assez incitatives pour être efficaces. Au vu des décharges à ciel ouvert qui grandissent sur le continent africain, force est de constater que notre capacité de recyclage n'avance pas assez vite. C'est pourquoi cet amendement vise à demander un rapport au gouvernement traitant non seulement de l'état réel du recyclage textile en France, mais aussi des projets pour améliorer toutes les étapes et son évolution. Alors, en fait, encore une fois, ces dispositions entre pénalités et bonus répondent parfaitement à ça, puisque les bonus qui seront collectés vont être réinjectés dans tous les aspects, par l'éco-organisme agréé, dans tous les aspects de recyclage, de réemploi, de réutilisation, etc. Donc, s'agissant vraiment de pouvoir être beaucoup plus vertueux, et vous avez raison, pouvoir accompagner une amélioration du dispositif, c'est vraiment intégré dans cette proposition de loi. Je mets aux voix. Vous vouliez reprendre la parole? Je mets aux voix cet amendement CD 158 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous continuons avec le 166 présenté par Monsieur Grenon. Non, mais si vous voulez le présenter, Monsieur Grenon, allez-y. Sinon, on l'a affiché juste. Ok, Madame la rapporteure. Écoutez, pardon, merci Monsieur le Président. Donc vous étiez sur la demande de rapport sur les conséquences de la crise sanitaire sur la filière textile française. Évidemment, très intéressant. Mais là, pour le coup, on sort aussi du champ de cette proposition de loi. Et n'hésitez pas à faire des PPL sur les sujets que vous ne voyez pas abordés justement dans nos différentes lois, puisque manifestement, c'est frustrant et je peux le comprendre. Donc défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 167, il est défendu. Madame la rapporteure. Défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre, il est rejeté, chers collègues. Avant de mettre aux voix, je crois que Madame Bellouco, et si d'autres collègues veulent prendre la parole, c'est avec plaisir. Vous avez la parole pour, on va dire, une position de groupe avant le vote sur l'ensemble de la proposition de loi. Merci, Monsieur le Président. Alors, très rapidement, on l'a dit ce matin en débutant ce texte, nous, on est convaincus que le texte il doit garantir que la fast fashion soit réellement pénalisée. Sinon, on risque de rester sur un vœu pieux. Et donc, on a réclamé, mais on n'est pas les seuls. On proposait des seuils et des pénalités minimales. Et vraiment, on est plutôt satisfait parce que de nombreux groupes ont proposé ça. Malheureusement, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et pour nous, ça reste bloquant. Il faudrait vraiment que dans ce texte, on puisse se mettre d'accord pour fixer des seuils et des pénalités minimales. Donc à ce stade, on va s'abstenir, avec vraiment l'envie de voter pour, parce que ce texte, il va quand même dans le bon sens. Mais au stade de la commission, je vais m'abstenir, parce que je dis on, mais je suis la représentante de mon groupe. Je vais m'abstenir au nom des écologistes et on se tient vraiment à votre disposition, Madame la rapporteure, pour essayer de travailler une proposition satisfaisante sur ces seuils et ces pénalités d'ici la séance, et puis pour qu'on puisse vraiment tomber d'accord. Et je le répète, tout le monde avait cette volonté, quasi tout le monde dans cette pièce avait cette volonté d'avancer là-dessus, donc je pense qu'on peut trouver une solution. Merci, Madame Dufour.
Oui, un peu dans le même sens. Madame la rapporteure, on en a parlé. Je suis convaincue que votre loi peut vraiment faire une très grande différence si elle est vraiment appliquée telle que vous avez l'intention qu'elle soit appliquée. Ce qui, pour moi, vu le passé, pas si lointain, de la loi économie circulaire plus de la loi climat résilience, j'ai encore des doutes sur le niveau réel des pénalités jusqu'au moment fatidique du couperet de 2027, par exemple, sachant que dès la loi AGEC, on aurait pu mettre 20% du prix du produit en malus et qu'on se retrouve avec des malus sur la filière textile à en moyenne 30 centimes d'euros. Donc on voit en fait qu'il y a un énorme écart entre ce que la loi prévoit. Est-ce que le gouvernement décide par décret? Est-ce que l'éco-organisme décide à la fin quand on laisse à tout le monde beaucoup trop de latitude? Donc comme je crois vraiment en votre proposition de loi, comme ça fait longtemps que j'attendais une proposition de loi de ce type, comme elle émane en plus d'Horizon et que je trouve que c'est un excellent signal, qu'on ne soit plus les seuls à porter des propositions de loi de ce type, je m'abstiendrai parce que, je vous l'ai dit, il faut absolument garantir des seuils pour ces pénalités ou une progressivité. D'ailleurs, c'est aussi la proposition de M. Vermorel-Marquez que je partage. Il faut, à mon sens, garantir qu'elle soit bien appliquée par les places de marché. Je pense qu'on était d'accord à peu près pour retravailler avec le gouvernement, s'il en est d'accord, une rédaction, une formulation. Il faut, à mon sens, enfin faire sauter le seuil de 50% du prix du malus de la limitation pour vraiment garantir qu'elle porte des vrais effets en 2027 pour la relocalisation industrielle. Et enfin, pour aussi garantir les vrais effets sur la relocalisation industrielle, il faut se pencher quand même sur les conditions de reversement du bonus aux entreprises qui font notamment du Made in France et du Made in Europe. Parce que, à mon avis, voilà, ce point-là de baisser le coût de la production Made in France va être fondamental dans l'acceptation des Français, on l'a dit, de ce système qui a un équilibre coût-bénéfice. Voilà, je vous remercie. Donc, avec la profonde envie de voter pour en séance. Donc, pour l'instant, nous nous abstenons en raison de ces 4 points. Et on se revoit en séance et j'espère qu'on retravaillera d'ici là les amendements. Madame Saint-Paul. Oui, merci, Monsieur le Président. À qui on souhaite la bienvenue dans notre commission. Merci, je vous rejoins et j'aurais une question pour Madame la rapporteure au titre de la Commission des Affaires étrangères. En fait, je soutiens la finalité, mais j'ai une inquiétude sur les potentielles mesures de rétorsion des pays industriels qui sont concernés par cette proposition de loi. J'ai encore le traumatisme de la taxe Trump ou taxe Airbus de 2019 qui finalement a eu des répercussions sur nos vignerons, nos producteurs de produits laitiers. Donc je voulais savoir si une analyse des mesures de rétorsion avait été faite de votre part. Je vous remercie. Merci. Je vais donc... Est-ce que M. Pain voulait prendre la parole? Non, c'est bon. Non, M. Villedieu, M. Grenon. Oui, je vous en prie. Non, très rapidement, Monsieur le Président, je vous remercie. Non, je voulais déjà remercier la rapporteure sur l'ensemble du travail qui a été fait sur ce texte de loi. Et bien sûr, on s'en réjouit au niveau du groupe Horizon et nous en sommes impatients d'arriver en hémicycle pour voter définitivement ce texte. Et je voulais remercier l'ensemble des groupes qui ont salué l'initiative et qui ont exprimé aussi ce soutien à cette proposition de loi. Voilà, donc merci à vous, merci à la rapporteure. Monsieur Villedieu. Je vais quand même faire un petit mot de conclusion. Non, mais en tout cas, remercier la rapporteure pour le travail, la présentation de sa PPL. On ne peut pas dire qu'on est à 100% satisfait du contenu. Néanmoins, il faut reconnaître que c'est rare qu'on soit aussi unanime sur une PPL qui est proposée par la majorité. Donc je pense qu'il y a des points qu'on pourra redévelopper en séance publique, sur lesquels peut-être on pourrait être amené à échanger avant pour au moins être d'accord sur l'orientation. Dans tous les cas, on votera cette PPL, que ce soit aujourd'hui et je pense demain en séance. Madame la rapporteure, avant de mettre aux voix. Simplement, je vais être redondante, mais remercier le travail de chacun et effectivement l'accueil que vous nous avez réservé. On y reviendra, Madame Saint-Paul, mais c'est vrai que ces questions de les rétorsions ont été évoquées et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup aussi de soucis à indiquer que ce n'était pas une loi anti-marque spéciale, mais qui visait vraiment l'ultra fast fashion et peut-être dans une moindre mesure la fast fashion. Mais en tout cas, on n'est pas uniquement ciblé sur une entreprise en particulier ou sur un pays ou un continent en particulier. Donc il y a quand même ce souci. Merci, vraiment merci pour votre accueil.
Très bien, je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Qui est pour? Qui est contre? L'ensemble de la proposition de loi est adoptée. Bravo Madame la rapporteure. Je vous propose une suspension de 5 minutes, de sorte à ce que notre prochain rapporteur se mette en place.
Chers collègues, nous examinons maintenant pour avis le projet de loi dit DADU portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. Je rappelle que ce projet de loi a été renvoyé au fond à la commission des lois. Celle-ci nous a délégué l'examen au fond des articles 10 à 17, 20 et 31 du projet de loi. Elle se réunira pour examiner le projet de loi mercredi prochain, 13 mars. Il vous reviendra donc, monsieur le rapporteur, de porter la voix de notre commission. Et sans plus tarder, je vais vous laisser la parole pour un propos introductif. Merci, Monsieur le Président. Et effectivement, je suis très heureux de pouvoir porter cette voix dans l'hémicycle. Chaque jour, dans notre travail de législateur, nous voyons la présence et l'importance du droit européen dans notre système juridique. Et c'est une nouvelle fois le cas avec le texte que nous devons examiner cet après-midi. Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dit DADU dans le jargon technico-politique, en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, a pour objet de transposer plusieurs directives et de mettre en cohérence le droit national avec plusieurs règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines. La Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, dans laquelle nous siégeons, est saisie des articles 10 à 17 ainsi que des articles 20 et 31 du projet de loi dit DADU, qui assure la mise en conformité de notre droit national avec plusieurs dispositions du Pacte vert pour l'Europe. Les articles 10 et 11 du projet de loi tirent les conséquences de la réforme du cadre applicable à l'ensemble des batteries dans le nouveau règlement de 2023 qui remplace celui de 2006. L'impératif de transition énergétique devrait conduire à l'électrification croissante des véhicules dans les prochaines années, faisant décupler la demande de batteries d'ici 2030. L'encadrement du droit des batteries est donc un enjeu clé pour l'environnement. Le règlement prévoit donc un élargissement du champ des batteries couvertes par le droit européen, une évolution des règles relatives à leur contenu, ainsi que des dispositions encadrant l'ensemble de leur cycle de vie, et l'approvisionnement des matières premières, des matières premières à la gestion des déchets de batteries. Concrètement, un devoir de diligence est mis en place pour les opérateurs économiques mettant en service des batteries et les opérateurs économiques sur le marché des batteries. L'article 10 prévoit des modalités des contrôles et des sanctions applicables en cas de non-respect du devoir de diligence. L'article 11 prévoit l'application de la responsabilité élargie du producteur à l'ensemble des batteries. Ce principe fonctionne sur la logique du pollueur-payeur et implique que la prévention et la gestion des déchets des batteries incombent directement aux producteurs, désormais aux producteurs. L'article 11 prévoit aussi des dispositions sur les points de collecte des batteries, ce qui devrait permettre de renforcer la traçabilité des batteries usagées et d'éviter que des matériaux polluants sortent des radars. Le DADU comprend ensuite des mesures qui mettent en conformité le droit national avec le droit européen en matière d'économie circulaire et de santé et environnement. Prenant acte d'une décision de justice, le texte supprime à l'article 12 l'interdiction d'importation des boues d'épuration en France qui avait été introduit dans la loi anti-gaspillage et économie circulaire. À l'article 31, le calendrier national d'interdiction des microplastiques est mis en conformité avec le calendrier européen récemment adopté. Le texte opère ensuite l'adaptation de deux axes essentiels du paquet climat européen pour permettre à notre continent d'être le premier espace économique décarboné au monde. Il y a tout d'abord le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui, rappelons-le, a été finalisé pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne et qui permet de faire payer un prix du carbone aux marchandises importées de pays en dehors de l'Union européenne pour lutter contre notamment les délocalisations. L'article 13 propose ainsi un régime de sanctions applicable aux importateurs en cas de non-respect de leurs obligations de déclaration pendant la période transitoire, à savoir du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025. Il y a ensuite des mesures en lien avec les quotas de carbone. L'article 14 transpose ainsi les modifications du périmètre du système d'échange de quotas d'émissions, le SEQE, dont son extension au secteur du transport maritime. Il révise les sanctions administratives pour ce secteur ainsi que pour les installations industrielles et l'aviation. Pour les installations industrielles, une diminution progressive de l'allocation de quotas gratuits est mise en place pour les secteurs soumis au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières jusqu'en 2033. Des conditionnalités à l'allocation de quotas à titre gratuit sont par ailleurs ajoutées en matière d'efficacité énergétique et de respect du plan de neutralité carbone. L'article 15 transpose les dispositions relatives à l'aviation et clarifie son périmètre au sein du système d'échange de quotas d'émissions vis-à-vis du régime de compensation et de réduction carbone à l'échelle internationale, à savoir le régime CORSIA. Une révision complète de l'allocation de quotas à titre gratuit pour les exploitants
d'aéronefs y est présente, avec sa disparition en 2026, sauf pour l'utilisation de carburants durables ou non dérivés de combustibles fossiles. Une nouvelle obligation de surveillance et de déclaration des effets hors dioxyde de carbone est également proposée. L'article 16, spécifique au transport maritime, précise son champ d'application dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions et sa mise en œuvre pour une restitution progressive de quotas d'émissions jusqu'en 2026. Des sanctions pénales sont prévues en complément des sanctions administratives. Enfin, l'article 17 établit les modalités d'exigence de compensation des émissions pour les exploitants d'aéronefs soumis au régime Corsia et la sanction administrative associée en cas de non-respect. L'article 20 propose quant à lui une évolution du principe de modération tarifaire pour les premiers tarifs de redevance aéroportuaire d'un nouveau contrat de concession. Je partage l'ambition du gouvernement que l'appel d'offres relatif à l'aéroport de Nantes-Atlantique soit cette fois-ci fructueux. Une évolution du principe de modération tarifaire est essentielle puisque le nouveau contrat de concession prévoit des travaux d'envergure qui nécessiteront des investissements de la part de concessionnaires et donc une hausse équivalente de la redevance. Voilà, chers collègues, ce que je pouvais vous dire sur ces propos introductifs pour vous présenter les différents éléments du projet de loi d'adultes pour laquelle notre commission est saisie. Et je suis maintenant ravi que nous puissions passer aux orateurs de groupe avant de passer à l'étude des amendements. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Pascal Boyer. Merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, tout d'abord, je salue l'excellent travail de notre collègue rapporteur Damien Adam. Ce projet de loi sur lequel nous sommes aujourd'hui saisis pour avis sur les articles 10 à 17 et 20 et 31 vise à rendre le droit national conforme au droit de l'Union européenne en transposant plusieurs directives et en mettant en cohérence les textes avec divers règlements européens. Alors que nous dit ce texte ? En matière de transition écologique, le projet de loi assure l'effectivité du devoir de diligence de certains opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou en service des batteries par la mise en place de contrôles et l'obligation de reprise par les distributeurs des déchets de batterie à titre gratuit et sans obligation d'achat de nouvelles batteries, peu importe leur composition chimique, leur marque ou leur origine. Le projet de loi comporte également des dispositions sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, avec une nouvelle sanction applicable aux importateurs, et sur le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans les domaines de l'aviation et du transport maritime. La définition de l'hydrogène renouvelable et de l'hydrogène bas carbone est transposée en droit français et le Code des transports est modifié pour permettre une meilleure articulation entre la régulation économique aéroportuaire et la mise en œuvre des principes de mise en concurrence des contrats de concession aéroportuaire. Parce que ces mesures permettent à notre pays d'atteindre ses objectifs de décarbonation tout en préservant la compétitivité de nos entreprises et pour que ces dispositions soient désormais pleinement effectives en droit français, le groupe Renaissance votera pour les articles examinés dans notre commission. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Antoine Villedieu. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur. Le gouvernement nous demande de nous prononcer sur 9 articles du projet de loi diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Soit, soumettons-nous à cet exercice obligé de transposition du droit européen dans lequel la marge de manœuvre parlementaire est extrêmement limitée. Mais le groupe Rassemblement National souhaite faire quelques remarques de fond sur la philosophie qui préside à l'examen de ce genre de texte. Le projet de loi que le gouvernement nous présente, année après année, pour la transposition de directives européennes, est un texte fourre-tout. Loi, finances, développement durable, affaires économiques, il y en a pour tout le monde. Et pour finir, c'est un texte abscon. Mais que faites-vous de la lisibilité de la loi pour nos concitoyens ? Objet juridique non identifié, c'est bien pourquoi le Sénat, dans sa sagesse, avait choisi de l'examiner en commission spéciale et non de le scinder entre plusieurs commissions permanentes. Nous sommes dans l'addition de choux et de carottes en même temps que dans le mélange des torchons et des serviettes. Somme de transposition, de dispositions techniques. C'est un texte de technocrate dans lequel le politique peine à se faire entendre. D'autant que la marge de manœuvre laissée aux États membres pour transposer le droit européen est tellement étroite qu'elle s'apparente au papier à cigarette. Nous sommes élus pour porter une vision politique, pas pour gérer les cuisines du droit européen. Enfin, et j'en terminerai là,
Alors que nous sommes à moins de 100 jours de l'élection européenne, comment voulez-vous que nos concitoyens aient envie de cette Europe-là, qui se mêle aussi bien des quotas d'émissions de gaz à effet de serre que des chambres d'agriculture, du commerce en ligne, que de la consolidation des critères de durabilité de l'hydrogène renouvelable et bas carbone? Comment voulez-vous qu'ils se satisfassent de leurs parlementaires nationaux, en soient réduits à servir de chambre d'enregistrement de décisions prises par des technocrates à Bruxelles? Pour de surcroît, transposer des mesures absconses et technocratiques. Où est la démocratie? Ces textes sont ainsi, dans leur esprit, l'ensemble parfait de ce que nous rejetons: opacité, technocratie et déni de démocratie. Enfin, nous regrettons que le calendrier de notre commission fût aussi chargé, ce qui n'a malheureusement pas permis de programmer les auditions avant le dépôt d'amendements. Je vous remercie. Merci pour le groupe socialiste et apparenté. La parole est à Mickaël Boulou. Merci. Mes chers collègues, dans notre combat pour répondre à la crise climatique, il est essentiel de reconnaître le rôle majeur des batteries électriques dans la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement. Cependant, nous ne pouvons ignorer les défis sociaux et environnementaux associés à leur production, notamment l'extraction minière de composants tels que le cobalt en République démocratique du Congo. Pour garantir une transition écologique efficace, nous soutenons fermement le renforcement des contrôles et des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière de diligence et de précaution dans la mise sur le marché des batteries. Afin d'accroître la souveraineté écologique de l'UE, nous proposons d'encourager l'installation d'usines de batteries sur notre territoire, créant ainsi des emplois tout en réduisant notre dépendance aux importations et en garantissant des normes environnementales élevées tout au long de la chaîne de production. Parallèlement, l'instauration d'une taxe carbone aux frontières contribuerait à dissuader les importations de produits polluants et à prévenir la délocalisation des activités industrielles européennes vers des régions où les normes environnementales sont moins strictes. Cependant, nous devons être réalistes quant aux limites du marché carbone. Bien que ce mécanisme puisse être un outil utile dans la lutte contre les émissions de carbone, il est clair qu'il nécessite une réglementation plus stricte et une stabilité des prix pour être pleinement efficace. Sans ces mesures, le marché carbone risque de favoriser les industries les plus polluantes au détriment de l'environnement. Enfin, nous soutenons le maintien du principe de modération des tarifs de redevance aéroportuaire par l'autorité de régulation des transports dans le but de garantir un accès équitable aux infrastructures aéroportuaires tout en encourageant des pratiques respectueuses de l'environnement. En conclusion, bien que reconnaissant les progrès réalisés par ce texte, nous estimons qu'il ne répond pas entièrement aux défis environnementaux actuels. Par conséquent, nous nous abstiendrons lors du vote et continuerons à plaider en faveur de mesures plus ambitieuses pour protéger notre planète et assurer un avenir durable à toutes et tous. Merci. Merci pour le groupe écologiste NUPES. La parole est à Lisa Bellouco. Merci, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, nous discutons aujourd'hui d'adaptation du droit de l'Union européenne, notamment dans le domaine du droit de l'environnement. En 2019, le Pacte vert est devenu le cœur de l'agenda européen. Il a permis des avancées nombreuses, mais force est de constater que nous ne sommes pas à la hauteur des ambitions initiales. Certes, certains textes ont été partiellement vidés de leur contenu, d'autres sortis de l'agenda politique. J'aurais pourtant aimé que nous transposions aujourd'hui une directive pour réduire l'usage des pesticides. Malheureusement, la présidente de la Commission européenne a renoncé en abandonnant son texte, qui visait à réduire de moitié l'utilisation et les risques liés aux pesticides d'ici à 2030. J'aurais aimé que nous transposions des textes ambitieux qui améliorent le bien-être des animaux d'élevage, prévoient la fin des cages, améliorent les conditions de transport et d'abattage. Malheureusement, nulle trace de proposition législative sur les cages, pas plus que sur l'abattage, n'est en débat qu'une version au rabais du règlement sur le transport des animaux. J'aurais aimé que nous transposions la directive sur la surveillance et la résilience des sols. 60% des sols européens qui nous nourrissent sont dégradés, mais les négociations européennes n'avancent pas. J'aurais aimé que nous discutions de la directive sur les énergies renouvelables et de l'objectif d'atteindre 42,5% d'énergie renouvelable dans notre consommation finale d'énergie brute en 2030. C'est sans compter les blocages répétés du gouvernement français, et particulièrement de Bercy, qui refuse d'inscrire cet objectif. Mais c'est cohérent Bercy s'efforce aussi de réduire les objectifs climatiques inscrits dans notre droit intérieur. Décidément, si nous voulons que l'urgence environnementale soit prise au sérieux, les élections européennes du 9 juin prochain seront décisives. Mais concernant ce texte, celui-ci comporte quand même certaines avancées. Par exemple, pour le marché des batteries et la gestion des déchets qui y sont associés. En revanche, et c'est regrettable, les objectifs français de lutte contre les microplastiques sont revus à la baisse
pour s'aligner sur le calendrier européen qui est moins 10 ans. Et pour le coup, avec la loi AGEC, nous étions plutôt en avance et plutôt bon élève sur ce sujet. La Commission du développement durable n'étant saisie que pour avis sur certains articles, le groupe écologiste réservera bien évidemment son vote à l'avancée des débats dans l'ensemble des commissions. Merci. Je ne vois pas Jean-Louis Bricou. Je vous propose de commencer et de rentrer dans le vif du sujet. Monsieur le rapporteur, je vous en prie. Oui, juste quelques mots complémentaires et pour réagir un peu aux intervenants qui ont pu et aux interventions qui ont pu être faites. Juste pour répondre à Monsieur Villedieu, pour commencer, vous parlez à plusieurs reprises dans votre intervention de le fait que ce seraient des technocrates qui prendraient des décisions. Je voudrais juste vous rappeler que ce sont simplement des parlementaires européens qui prennent les décisions et que tout se fait par un consensus entre Commission européenne, Parlement européen et Conseil de l'Europe, qui sont les représentants des différents chefs d'État. Alors je comprends que quand on est au Rassemblement national, on ne sait pas trop ce que ça veut dire de siéger en commission au Parlement européen, ni même d'être très présent dans les débats au Parlement, mais le fait est que ce sont avant tout les parlementaires européens qui décident des différentes directives qui sont proposées pour l'ensemble des peuples européens. Et donc ce ne sont pas du tout des technocrates, ce sont des élus, à moins que vous soyez en train de dire que vos différents députés européens du Rassemblement national soient eux-mêmes des technocrates, et en quel cas, n'hésitez pas à les changer si vous trouvez qu'ils ne sont pas à la hauteur. Sachant que l'intérêt de l'Union européenne, c'est quand même de permettre sur certaines thématiques sur lesquelles les pays ne seraient pas en capacité de pouvoir mettre en place des réglementations qui permettraient vraiment à tous les acteurs d'être efficaces, de pouvoir le faire à l'échelle européenne. On a parlé de l'hydrogène. Si la France avait mis en place une norme uniquement française sur l'hydrogène, ça n'aurait pas été très pertinent. Quand on le fait à l'échelle du continent européen, qui est le premier espace économique au monde, ça a un véritable intérêt et l'ensemble des acteurs internationaux doivent se conformer à la réglementation européenne. C'est le cas aussi sur les batteries où Monsieur Boulou a évoqué le sujet du recyclage des métaux dans les batteries. C'est un sujet sur lequel c'est pertinent de le faire à l'échelle européenne parce que c'est le bon niveau d'intervention. Et donc c'est tout l'intérêt que la France soit dans l'Union européenne, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels la France peut agir seule et elle doit le faire. Et je pense que nous montrons depuis 2007 que nous sommes en capacité de le faire. Et parfois, le bon niveau d'intervention, c'est l'échelle européenne. Et dans ce cas-là, c'est important d'avoir cet espace en commun. Sur M. Boulou, je n'ai pas beaucoup d'éléments supplémentaires à dire, si ce n'est qu'effectivement, je soutiens cette logique, notamment sur les batteries. C'est effectivement un sujet qui est très important, sur lequel nous avons beaucoup à faire dans les prochaines années pour gagner, en souveraineté, de limiter les extractions de ressources qui ne seraient pas forcément nécessaires si on a cette économie circulaire de la batterie, et de faire en sorte ainsi que nous puissions mettre en place notre transition, mais sans impacter notre biodiversité. Pour Madame Bellucco, je vois bien votre liste de courses de ce qui n'a pas pu être mis dans cette loi d'ADU, mais comme je l'ai répondu à M. Villedieu, ce sont aussi les décisions de nos collègues parlementaires européens des différents pays, et tout se fait par consensus. Et donc, évidemment, il faut mettre d'accord les 27 États et les 700 députés européens. Donc, c'est forcément un exercice qui est difficile, mais je crois qu'il est utile et que les avancées sont tout de même intéressantes. Et c'est ce qui nous permet, notamment dans le cas de Green Deal, que l'Union européenne soit l'acteur économique mondial qui est le plus avancé sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, même si on peut toujours aller plus loin. Et nous devrons aller plus loin. Et j'espère que dans la prochaine mandature européenne, ce sera le cas. Mais en tout cas, félicitons-nous malgré tout de tout ce que nous avons mis, parce que nous sommes la seule zone au monde à avoir mis autant de dispositions. Voilà mes chers collègues, ce que je pouvais vous dire suite à ces oraisons, et maintenant passons aux amendements. Monsieur Villedieu et puis Madame Lingemann, je vous laisserai la parole. Merci Monsieur le Président. Bon, Monsieur Adam, je vous remercie pour votre caricature et ces anathèmes que vous essayez de relayer partout à droite à gauche qui sont totalement faux. J'aimerais juste vous rappeler un fonctionnement de l'Union européenne qui fait qu'aujourd'hui les décisions, les textes présentés sont pris par la Commission européenne, qui les présente au Parlement européen et qui sont votés ou non dans cette assemblée. Néanmoins, on est dans la seule démocratie dans le monde où les parlementaires ne peuvent rien proposer. Donc je pense que vos leçons d'Europe à outrance, on a bien vu les limites avec les agriculteurs, on le voit bien avec les automobilistes, on le voit bien avec l'ivresse normative que vous voulez imposer aux Français et puis aux Européens plus largement. Mais je pense qu'aujourd'hui, si le Rassemblement national est le premier parti de France, sachez que la Macronie est certainement le premier parti des menteurs de France. Donc je vous remercierai de rester quand même dans une droite lignée. Bon, si on peut éviter de s'invectiver, c'est pas mal. Je pense que tout s'est plutôt bien placé jusque-là. Madame Lingemann.
Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce texte de transposition et d'adaptation de diverses mesures européennes comporte un volet environnemental ambitieux qui témoigne de l'action essentielle de l'Union européenne ces 5 dernières années dans ce domaine. Nous sommes tous convenus nous en convenons tous que le Green Deal peut être source de critiques. Il n'en demeure pas moins que l'Union européenne se place comme un acteur central de la transition environnementale dans le monde et que nos législations sont des exemples pour bon nombre de pays. Mais ce dont je me réjouis surtout, c'est que l'Union européenne a enfin ouvert les yeux sur la force de son marché et la nécessité de préserver sa spécificité et la qualité de vie dont nous jouissons tous en Europe, n'en déplaise à certains qui partent déjà. Voilà. L'Europe est forte et elle le démontre au travers de politiques ambitieuses. La réforme du marché de carbone est en cela un exemple éloquent. Trop longtemps chantre d'un libéralisme qui n'était pas respecté à l'autre bout de la planète, l'Union européenne a décidé la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, dispositif unique en Europe, qui permet de compenser une concurrence déloyale ou la concurrence déloyale de certains pays qui ne respectent pas nos objectifs climatiques. L'extension du marché carbone au secteur du transport est également une nouvelle à saluer, notamment dans le secteur aérien, dont les quotas gratuits apparaissaient comme une anomalie. Mais preuve que les Européens ne souhaitent pas avancer en vase clos, cette réforme s'appliquera en bonne coopération avec le mécanisme de compensation carbone de l'OACI, dénommé CORSIA. On peut ainsi se réjouir de cette volonté de laisser une chance à cette solution internationale tout en garantissant qu'en cas d'échec, une solution européenne s'appliquera. Enfin, nous avons beaucoup parlé de filières à responsabilité élargie de producteurs. Mais dans cette commission aujourd'hui, je voudrais me réjouir de l'entrée en vigueur du règlement sur les batteries, tant elles jouent un rôle central dans notre quotidien. Surtout, cette clarification des règles sont essentielles pour les questions de recyclage et de réutilisation de matériaux précieux, comme certaines terres rares dont l'Europe est totalement dépourvue. Aussi, je remercie le rapporteur pour son travail et je vous assure du soutien du groupe démocrate sur ce projet de loi. Merci. Nous commençons donc avec l'article 10, le CD 52 présenté. Je vous en prie, vous le présentez Oui, je le présente, pardon. J'avais pas fait le... Excusez-moi. L'amendement, il étend les obligations de diligence et de gestion des risques à tous les opérateurs économiques indépendamment de leur taille. Il souligne que la nature des produits, tels que les batteries, exige une vigilance particulière en raison des risques sociaux et environnementaux associés. Ainsi, cet amendement, il insiste sur l'importance de ne pas limiter les obligations aux grandes entreprises et uniquement aux grandes entreprises. En élargissant ces exigences à l'ensemble du secteur, l'amendement vise à renforcer la responsabilité sociale et environnementale et à assurer une meilleure protection tout le long de la chaîne d'approvisionnement des batteries. Cela contribuera effectivement à réduire les risques pour les travailleurs, les communautés locales et l'environnement, favorisant ainsi les pratiques de production et de consommation plus durables. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur Boulot pour cet amendement de Madame Jourdan que vous avez présenté. Alors on est typiquement ici dans le cas d'une surtransposition que vous souhaitez ajouter par voie d'amendement et je pense que si nous devons ne retenir qu'une leçon de la crise agricole, c'est justement le fait que notre pays souffre beaucoup de ces surtranspositions. Il faut bien avoir à l'esprit que la plupart des pays européens vont intégrer ce seuil des 40 millions, cette seuil de 40 millions pour déclencher la soumission de l'opérateur économique aux obligations de l'article. Et donc si on retire cette obligation, ce que vous proposez avec cet amendement, nous sommes dans le cadre d'une surtransposition et je pense que ce n'est pas du tout ce que nous devons faire, parce que ce serait une distorsion de concurrence importante à l'égard des acteurs français. Et donc je serai défavorable à votre amendement. Je mets au voie cet amendement qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le CD4, monsieur le rapporteur. Je mets au voie cet amendement qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Je vous en prie, CD 55. Oui, j'y vais. C'est dans le même esprit, puisque nous n'avons pas adopté le CD 52, c'est de changer les seuils de 40 millions, donc respectivement à 10 millions, 20 millions et 30 millions, de manière à accroître voilà, la responsabilité à faire pour ces entreprises. Merci, donc vous avez présenté les trois, il me semble, c'est ça ? Ouais.
Monsieur le rapporteur. Pour les mêmes raisons, sans qu'il soit nécessaire d'aller au-delà de ce que j'ai déjà dit, je serai défavorable. Je mets aux voix ces amendements. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous continuons avec le 5, monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le CD 56, monsieur Boulou. Cet amendement, il propose de fixer un délai maximum d'1 an pour permettre à un opérateur de régulariser sa situation en cas de non-conformité ou de manquement aux obligations énoncées dans le règlement UE sur les batteries et les déchets de batterie. Actuellement, ce délai il est laissé à la discrétion de l'autorité de contrôle compétente, mais il nous semble nécessaire d'établir une limite claire. Le délai d'1 an nous semble adéquat, surtout lorsque les non-conformités présentent des risques significatifs pour la santé ou l'environnement. Cette proposition, elle vise à renforcer l'efficacité de la loi. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Effectivement, donc vous proposez de fixer un délai maximal d'1 an au cours duquel l'opérateur peut régulariser sa situation. C'est un élément que j'ai pu évoquer avec la DGPR pour savoir si ça leur semblait être un élément convenable, et ils ont reconnu qu'effectivement, ils ne prévoyaient pas d'aller au-delà des 1 an en général pour ce type de procédure, donc j'aurai un avis favorable à cet amendement. Je me vois cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. On continue avec le 6. Rédactionnel. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous continuons avec le 57, monsieur Boulou. Oui, cet amendement propose de doubler le montant maximal de l'astreinte journalière applicable à partir de la notification de la mise en demeure. Cette mesure vise à rendre la loi plus dissuasive pour les opérateurs économiques réalisant des chiffres d'affaires élevés. En augmentant les sanctions financières, l'amendement vise à garantir une plus grande conformité aux obligations réglementaires. Voilà. Monsieur le rapporteur. Donc la logique qui a prévalu pour fixer le montant de l'astreinte à 1 500 € était de s'aligner sur ce qui existe déjà sur d'autres éléments du devoir de diligence. Et donc il ne me paraît pas opportun de mettre en place des montants différents qui pourraient créer de la complexité administrative inutile. Donc je propose de rester sur l'article tel qu'il est rédigé, donc j'aurai un avis défavorable. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 10. Qui est pour l'article 10? Qui est contre? Article 10 adopté. Nous continuons avec l'article 11, le CD 47 qui n'est pas présenté. Le CD 3 n'est plus dans la liasse. Le CD 7, monsieur le rapporteur. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je ne vois personne pour les 3, 2, 1. Je mets aux voix donc l'article 11. Qui est pour l'article 11? Qui est contre? Il est adopté. Nous continuons avec l'article 12, le CD 48. Personne pour le présenter. Je mets aux voix l'article 12. Qui est pour l'article 12? Qui est contre? L'article 12 est adopté. Nous continuons avec l'article 13. Le 49 n'est pas présenté. En revanche, le 17 est présenté par le rapporteur. Rédactionnel. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 13. Qui est pour l'article 13? Qui est contre? L'article 13 est adopté. Nous continuons avec le 14. Monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le CD 19. Pareillement. Même avis, même vote. Le 22. Également. Même avis, même vote. Le 42. Aussi. Même avis, même vote. Amendement CD 58. Monsieur Boulou. Oui, alors cet amendement, il vise à supprimer l'alinéa 34, permettant aux exploitants de ne pas restituer d'unités pour les émissions de dioxyde de carbone captées et transportées en vue d'un stockage permanent, géologique et réutilisé. Bien que le captage et le stockage géologique du CO2 puissent aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'ADEME indique bien que les installations industrielles sont les principaux candidats pour cette technologie. De plus, les projets de CSC doivent être géographiquement proches pour être écologiquement et économiquement viables, évitant ainsi les coûts de transport de carbone. Et enfin, il est plus avantageux d'encourager le secteur aérien et maritime à se décarboner et à privilégier les modes de transport moins émetteurs comme le train et les voies fluviales lorsque possible. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, le fait de ne pas restituer de quotas dans le cas d'un captage des émissions et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique était déjà présent dans la directive.
Seule l'extension au transport maritime est transposée conformément au droit européen. La suppression proposée de l'alinéa 34 dans son ensemble n'est par ailleurs pas possible car cet alinéa transpose aussi la nouvelle exemption à l'obligation de restitution dans le cas des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu'elles sont devenues chimiquement liées de manière permanente à un produit de sorte qu'elles ne peuvent pénétrer dans l'atmosphère. La suppression est donc une surtransposition. Avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. Ils sont refusés. Je continue avec le 59, Monsieur Boulou. Oui, alors c'est un repli. Il vise. Attendez, oui, je suis. Voilà, il vise à l'alinéa 3, à la 34, pardon, excusez-moi, à supprimer les références aux exploitants d'aéronefs et aux compagnies maritimes. Même avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. Rejeté. Nous continuons avec le 20, Monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Je le mets aux voix qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Le 23. Même chose. Même avis, même vote. Le 43. Également. Même avis, même vote. Le 21. Aussi. Même avis, même vote. Le 24. Aussi. Même avis, même vote. Le 30. Rédactionnel également. Même avis, même vote. Le 33 aussi. 33. Rédactionnel. Même avis, même vote. Le 25. Également. Même avis, même vote. Le 34. Aussi. Même avis, même vote. Je mets aux voix l'article 14 qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Article additionnel après l'article 14, le 60, présenté par Monsieur Boulou. Oui, c'est un amendement de rapport. Alors excusez-moi, on me dit que vous n'êtes pas co-signataire, donc vous ne pouvez pas le présenter. Ok. Nous continuons avec l'article 15. Monsieur Adam. Un amendement de correction d'une référence. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 40. Rédactionnel. Même avis, même vote. Le 39. Également. Même avis, même vote. Le 31. Aussi. Même avis, même vote. Le 38. 38 aussi. Même avis, même vote. Le 32. Également. Même avis, même vote. Le 36. Aussi. Même avis, même vote. Le 35. Également. Même avis, même vote. Je mets aux voix l'article 15. Qui est pour l'article 15? Qui est contre? Il est adopté. Nous continuons avec des articles additionnels. Je ne vois personne pour le présenter. Nous continuons avec l'article 16. C'est des 37. Rédactionnel. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 66. Correction de référence. Même avis, même vote. Le 44. Rédactionnel. Même avis, même vote. Le 67. Amendement afin de compléter une référence à un article. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 68. Amendement de précision. Même avis, même vote. Le 41. Rédactionnel. Même avis, même vote. Le 45. Coordination. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. C'est des 26. Pareillement. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 16. Qui est pour l'article 16? Qui est contre? Il est adopté. Nous continuons avec le 17, le CD 27. Monsieur. Rédactionnel. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 28. Également rédactionnel. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 29. Rédactionnel. Même avis, même vote. Nous arrivons au CD 61, Monsieur Boulou. Ah, pardon, excusez-moi. Il tombe. J'avais tellement envie que... Pareil. Je mets au voix l'article 17. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 20, le CD8. Monsieur le... Je le mets au voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 64. Oui, c'est Monsieur Adam, mais je vais quand même lui laisser le présenter parce que c'est pas rédactionnel. Sur ce Non, point. il est même assez long. Donc, cet amendement il vise à faire en sorte que l'ART, donc l'autorité de régulation des transports,
soit appelé à rendre un avis conforme sur les contrats de régulation des concessions autoroutières, et que ça intervienne uniquement après négociation du contrat entre l'État et l'aéroport, au risque de faire échouer sa conclusion en cas d'avis défavorable. Donc l'idée, c'est vraiment de rajouter la présence de l'ART avant, dans une logique de médiation. Je mets aux voix cet amendement CD64 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le CD62, monsieur. Oui, je suis co-signataire. C'est une bonne nouvelle. Oui, exactement. Cet amendement du groupe PS, il propose d'accorder à l'autorité de régulation des transports le pouvoir de donner des avis sur les projets de textes réglementaires concernant la régulation des aéroports relevant de sa compétence. Cette mission habituelle pour les autorités indépendantes est cruciale pour garantir la cohérence du cadre réglementaire avec les responsabilités de l'ART et pour assurer une régulation efficace. Donc le vote de cet amendement risquerait d'entraîner des lourdeurs administratives et des délais supplémentaires du fait de la réunion du collège de l'ART qui est nécessaire au rendu des avis. J'en ai profité dans les auditions que j'ai menées avant l'examen en commission pour poser la question à la DGAC, donc à la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui a elle-même consulté l'ART sur cet amendement et qui a indiqué qu'il n'était pas demandeur et qu'il ne souhaitait pas que cet amendement puisse être retenu. Donc je propose éventuellement une demande de retrait si vous le souhaitez, ou sinon ce sera un avis défavorable. Écoutez, je ne vais pas prendre la responsabilité de le retirer pour ma collègue Madame Jourdan. Je suis venu le défendre, donc je le défendrai jusqu'au bout. Vous êtes donc fidèle. Très bien, parfait. Je mets donc aux voix cet amendement CD62 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 20 qui est pour l'article 20, qui est contre. L'article 20 est adopté. Article 31. Amendement de suppression de l'article. Malheureusement, je ne vois personne. Il tombe. Le 51, pareil, je ne vois personne pour le présenter. Et le 9, présenté par Monsieur Adam. Rédactionnel. Je mets aux voix cet amendement rédactionnel qui est pour, qui est contre. Cet amendement est adopté. Je mets aux voix l'article. Je mets aux voix l'article 31 qui est pour l'article 31. Qui est contre. L'article 31 est adopté. Chers collègues, ce moment est important. Si vous voulez prendre la parole avant de mettre aux voix l'ensemble des dispositions dont notre commission est saisie pour avis, vous n'hésitez pas. Monsieur Cazeneuve. Non, pour remercier Monsieur le Président d'avoir tenu les débats depuis mardi. On a l'impression d'être enfermé dans cette salle comme dans un casino. Et donc remercier l'ensemble des responsables de texte, rapporteurs, administrateurs et autres, parce que c'était un moment plaisant finalement. Donc merci à vous, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cazeneuve. Madame Boyer, vous voulez intervenir ? Voilà, c'est juste pour remercier le rapporteur qui a tenu cette séance avec une main de chef, et vous aussi, Monsieur le Président, et regretter que forcément le RN qui normalement porte aussi des valeurs européennes n'était pas présent, et montre bien l'assiduité de ces députés, ces eurodéputés au niveau des lois européennes, et donc bien regrettable pour une campagne qui s'annonce peut-être courte, mais tout à fait, on va dire, intense. Peut-être un petit clin d'œil, puisque notre commission, depuis le début, s'est transformée en commission des finances, des affaires sociales, de Comeco, et là, désormais, nous lançons une commission au Parlement européen, puis des élections européennes. Bon, voilà. Je vous en prie, Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais effectivement regretter que le Rassemblement national soit là pour faire des beaux discours en introduction de l'étude du projet de loi, mais quand il s'agit de voter véritablement, il n'y a plus personne, ce qui traduit assez bien leur fonctionnement à tous les échelons, et notamment leur fonctionnement à l'échelle européenne. Également regretter que tous les groupes politiques n'aient pas été représentés cet après-midi, notamment ceux qui peuvent parfois donner des leçons
de parlementarisme, notamment à la majorité. Et enfin, un dernier mot pour remercier les 2 administratrices qui m'ont accompagné dans cette courte étude du projet de loi d'ADU en commission, puisque nous avons commencé les auditions mardi, et que j'ai moi-même été nommé Attendez, parce la qu'on n'a pas mis aux voix. Donc, dernière. Donc voilà, remercier les 2 administratrices qui m'ont accompagné, et puis nous souhaiter une bonne continuation pour ce projet de loi qui sera en hémicycle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble des dispositions dont notre commission est saisie pour avis. Et vous ne quittez pas, puisque j'aimerais juste dire un petit mot à la fin. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Simplement un petit clin d'œil aux personnes qui nous accompagnent au quotidien. Ils ne parlent pas, mais ils sont à nos côtés. Madame Lavie, toute son équipe, les équipes de nos administratrices, administrateurs qui sont là pour nous accompagner. Nous avons étudié 3 textes cette semaine dans notre commission. On dit souvent que dans notre commission, nous n'avons pas beaucoup de textes, et bien au contraire. Cette semaine a montré à quel point nous avions une commission qui était en capacité de débattre avec des équipes très efficaces, en capacité de nous accompagner avec brio. Donc un très grand merci à elles pour le travail réalisé. Merci, et on se retrouve la semaine prochaine, le 11 mars, dans cette même salle pour l'examen d'un article 88 très stratégique. Allez, maintenant, PGL danse.